Bonsoir. Voici la troisième émission que nous consacrons à l'Union européenne, et plus précisément à la PESC, abréviation qui veut dire Politique étrangère et de sécurité commune, qui a été décidée par le traité de Maastricht. D'abord, nous avons vu que le paysage géopolitique avait beaucoup changé autour de nous, et la fin de la guerre froide, comme la mondialisation, en fait, ont plutôt renforcé les intérêts de sécurité communs aux pays de l'Union. Ensuite, dans un deuxième numéro, je vous ai rappelé toutes les institutions qui existent en Europe et dont l'Union pourrait se servir précisément pour défendre ses intérêts. Et pourtant, à chaque fois qu'on a besoin de l'Europe, les résultats, franchement, sont plutôt maigres. Alors je vous propose aujourd'hui de chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui manque encore à l'Europe pour mener une politique de sécurité qui lui soit propre? Voici l'Union européenne et ses 15 pays membres. Plusieurs exemples maintenant vont nous rappeler le poids de notre histoire et à quel point ce poids gêne le façonnement d'une vision commune sur la sécurité de l'Europe. Premier exemple. Les 15 sont globalement d'accord pour se rapprocher des pays de l'Europe centrale et orientale, ne serait-ce que par calcul, justement pour favoriser la stabilité sur le territoire européen. Mais dès qu'on y regarde de plus près, on voit l'Italie bloquer le rapprochement de l'Union avec la Slovénie, à cause d'un contentieux immobilier non réglé depuis 1945. On voit la Grèce utiliser souvent son veto contre tout accord entre l'Union et la Macédoine, ou l'Albanie, ou encore la Turquie. Et comme les décisions prises dans le cadre de la PESC doivent être adoptées selon la règle du consensus, ce droit de veto pèse lourd. Cela veut dire qu'un État membre peut bloquer la décision des 14 autres dès qu'il a un intérêt particulier à défendre. Donc, si l'Union veut vraiment mettre en œuvre une politique étrangère commune, et pas seulement dire qu'elle va le faire, elle doit réformer son processus de décision, et a fortiori si elle s'élargit bientôt à de nouveaux membres. Deuxième exemple récent, l'éclatement de la Yougoslavie. Quand la Slovénie et la Croatie autoproclament leur indépendance en 1991, l'Allemagne et la France adoptent des points de vue opposés. Pour l'Allemagne, la fédération yougoslave était artificielle, il était légitime d'accompagner la fin du communisme en Europe, et il était donc normal de reconnaître rapidement les indépendances slovènes et croates. Pour la France, il était au contraire urgent d'éviter l'éclatement du pays, car le cadre fédéral garantissait un peu d'équilibre entre les nationalités yougoslaves, donc garantissait un peu de stabilité. Et bien là, on voit deux États européens qui divergent dans l'analyse d'une situation parce que leurs intérêts économiques, leur culture politique et leur histoire sont différentes. Troisième exemple, c'est celui du conflit algérien, qui préoccupe beaucoup moins les Finlandais ou les Suédois que les Français. Alors pour des raisons de proximité géographique, bien sûr, mais plus encore pour des raisons historiques. Sur ce cas précis, on a entre ces pays une analyse qui est peut-être identique, mais un héritage historique évidemment tout à fait différent. Quatrième exemple, les relations entre Américains et Européens au sein de l'OTAN. Et là, on touche le point où se cristallisent les divergences entre États membres sur ce que devrait être une future politique étrangère commune à l'Europe. Le Royaume-Uni est historiquement tourné côté Atlantique et ne conçoit pas de sécurité européenne sans l'OTAN, c'est-à-dire sans les États-Unis. Pour Londres, il serait inconcevable de soumettre ses décisions de sécurité à un collège européen dont les États-Unis seraient absents. En revanche, l'Allemagne, elle envisage un pilier de défense européen, mais si cela ne remet pas en cause la présence des Américains sur le sol européen. Et enfin, pour la France, c'est un petit peu l'inverse. D'accord pour maintenir le lien transatlantique, c'est-à-dire le lien avec les États-Unis, d'accord pour réintégrer les instances de l'OTAN, mais seulement si les Européens sont dotés de visibilité et de moyens de commandement au sein de l'organisation. Et puis enfin, pour les petits pays, comme on les appelle, c'est-à-dire la Belgique, les Pays-Bas, la présence américaine dans une future architecture de sécurité européenne est une excellente garantie contre les tentations hégémoniques des grands États de l'Union. Voilà, nous avons aujourd'hui résumé quelques-uns des freins qui empêchent l'Union européenne d'avancer vers une politique étrangère commune. Le constat, à vrai dire, est un petit peu amer. L'union politique ne se fait pas par la volonté,
ni par le plaisir d'innover, mais uniquement sous la contrainte. Contrainte de plus jamais de guerre entre nous, contrainte de la guerre froide, contrainte de la compétition japonaise, aujourd'hui contrainte du dollar, et demain les contraintes qui vont grandir, celles exercées par les Américains ou les pays d'Asie. J'en ajouterai volontiers une autre, c'est la contrainte du temps. Il nous a fallu 40 ans pour que Français ou Allemands acceptent que leur dossier agricole ou automobile puisse être loyalement défendu par un Danois ou un Italien. Sauf que cette fois, on n'a plus le temps. Si on veut construire la sécurité de l'Europe, si on veut que d'autres ne décident pas à notre place. C'est vraiment là la nouvelle contrainte. Alors en attendant, on trouve quelques solutions intermédiaires que je vais brièvement vous résumer, car ce sont elles, après tout, qui maintiennent la dynamique de l'Union. D'abord, il y a l'Eurocorps. L'idée, au fond, c'est de permettre à un noyau d'États membres de poursuivre la construction européenne en mettant en place une coopération militaire entre eux. Ensuite, d'autres approches sont actuellement en discussion. Par exemple, ce qu'on appelle la coopération renforcée. Les actions ne seraient menées que par quelques États membres, les pays non intéressés pouvant s'abstenir, mais elles seraient menées sous le label de la PESC et financées par tous les États membres. Donc les engagements seraient solidaires. La troisième solution qu'on étudie, c'est que l'Union soit dotée d'un centre d'analyse politique commun. L'idée étant de repérer les conflits et d'analyser les situations et ensemble et à l'avance pour esquisser une vision commune des intérêts communs. Alors voilà, en résumé, on a donc réforme du processus de décision, centre d'analyse politique européen, coopération renforcée. En fait, vous venez de comprendre les enjeux de la conférence intergouvernementale, la fameuse CIG, dont les travaux s'achèvent en juin 1997 aux Pays-Bas. Alors je vous propose d'en déchiffrer alors les résultats à l'aide de ces trois dessous des cartes. Ce qu'il y a derrière tout cela, c'est que l'Europe est bien plus ancienne que les États qui la composent aujourd'hui. Et dans le monde de demain, au XXIe siècle, quelle va être sa place, son identité, sa légitimité, aux côtés des modèles américains et asiatiques? La question est là, quelle valeur et quel modèle de société saurons-nous proposer ?